On repart, les amis. Et donc, on repart avec Pauline Leclerc. Bonjour, Pauline. Bonjour, Stéphane. Perle d'histoire. Perle d'histoire, ouais. C'est notre aventure, je vous le présente. Non, juste, on va raconter un peu. Donc, j'ai mis mémoire des entreprises face au Covid. Enfin, voilà, il faut que ça rentre dans les... Mais alors, oui, un mot de perle d'histoire, parce que depuis combien de temps Perle d'histoire existe Depuis 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Au début, c'est l'idée qu'on file en se disant, tiens, moi j'aimerais tellement mieux connaître l'histoire de ma famille, et puis d'histoire de famille aux histoires d'entreprise, et la découverte d'un métier génial, passionnant, qui est l'ingénierie historique. L'ingénierie historique. Ouais. Ça vous semble un peu abscon? Vas-y, raconte-moi ça. Mais effectivement, l'ingénierie historique, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un mot notamment que Florence Descamps, qui est chercheure à l'EPHE, nous a soufflé, et qui est le marché de l'histoire. Et il existe un marché de l'histoire, et donc nous, on est une agence, aujourd'hui une agence de 10 personnes, et qui s'est spécialisée dans la préservation et la valorisation de l'histoire des entreprises. Voilà. Donc on accompagne les boîtes pour vraiment structurer leurs ressources patrimoniales. Donc on a 2 grandes familles de métiers, une grande famille autour des archives. Donc là, c'est vraiment travailler sur les ressources, les archives, la mémoire, les collections, les lieux qui font l'histoire de l'entreprise. Et puis une autre activité qui est la médiation culturelle. C'est quel est le meilleur moyen pour transmettre cette histoire. Et pour chapeauter tout ça, on se refait pas. J'ai commencé dans le conseil. On est aussi des consultants, et consultants en stratégie patrimoniale, c'est-à-dire vraiment aider les boîtes à identifier, quand elles ont le sentiment que ça peut servir à quelque chose, finalement, quels sont les enjeux auxquels l'histoire va répondre. Parce que d'avoir l'histoire, c'est bien beau, mais en fait, à quoi ça sert? Et donc voilà, on accompagne les entreprises. Je te poserai une question sur à quoi ça sert, mais avant ça, il y a des chartistes, parce que c'est l'école des chartes, il y a des pour... exactement. Il y a des chartistes dans ton équipe aujourd'hui? Tout à fait, dans notre équipe. Alors, selon les 2 pôles que je t'ai décrits, dans la partie archivistique, c'est Valérie Marchal, effectivement, chartiste, qu'on a la joie d'avoir chez nous. Et donc, Valérie, elle était avant responsable du service patrimoine de l'INPI, donc tous les brevets, tous les propriétés industrielles. Exactement. Et chez nous, donc elle est vraiment là pour mettre en place des politiques d'archivage, pour faire respecter les normes, pour faire respecter la RGPD, pour accompagner les entreprises dans l'accès à l'information. Parce que finalement, c'est aussi un sujet d'actualité. Bien sûr. On n'est plus au bureau au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la bonne info au bon moment? Donc là, il faut structurer un peu les archives. C'est passionnant, Pauline, et j'ai l'impression qu'en plus, donc, il y a 12 ans, tu as été visionnaire, parce que pour moi, ça colle avec deux injonctions aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises. Il y en a beaucoup, mais la première, c'est quand même qu'on leur demande assez régulièrement de rendre des comptes. Ouais. Et effectivement, l'archive est une preuve. Voilà. Complètement, l'archive est une preuve quand il s'agit de rendre des comptes par rapport à une décision, quand il s'agit de rendre des comptes parce qu'il va y avoir un procès qui va vous tomber sur la figure. Ou même devant l'histoire, c'est-à-dire on est aujourd'hui sur des mémoires qui s'entrechoquent, qui remontent d'énormément de communautés, et à un moment, des entreprises peuvent se retrouver au milieu de ces mémoires, sachant pas trop ce qu'elles ont pu faire il y a 20, 30, 40, 50 ans. Là, c'est effectivement, je vous rejoins pas mal là-dessus, et on a eu des sujets avec des clients qui nous ont dit, mais en fait... Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec ce sujet-là? Voilà. Que ce soit l'esclavage. Voilà. Quel est notre lien avec l'esclavage? Quel est notre lien avec l'utilisation de tel ou tel matériau qui, des années après, s'est avéré dangereux? Exactement. Voilà. Et là, effectivement, ça fait partie de notre métier, et de la particularité de notre métier, c'est qu'on dit aux entreprises, intéressez-vous à votre histoire, et n'hésitez pas à le faire d'une manière scientifique pour vous en interne. Déjà, connaissez-vous, en fait, vous-même, un peu ce que vous dites sur quand la question va être posée, quand ce choc va advenir, qu'est-ce que je vais répondre? Et qui je suis, moi, là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on propose notamment ce qu'on appelle, nous, un corpus historique, c'est notre jargon, mais c'est de faire un travail de recherche historique, scientifique, en interne dans les boîtes, pour pouvoir, source à l'appui, archive à l'appui, se dire où est-ce que j'étais, moi, dans cette histoire-là? C'est ça. Et quelle est mon histoire? Et puis ensuite, en fonction des opportunités, que ce soit des opportunités constructives ou des opportunités défensives, en mode un peu gestion de crise, de se dire sur quel levier je vais appuyer, quelle est la thématique et quelle est ma réponse, quoi. Ouais, complètement. C'est super intéressant. Et l'autre élément, alors celui-là plus positif, c'est toute cette histoire de raison d'être. Oui, complètement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui remonte en plus énormément. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui remonte énormément, et on le voit alors, dans la réflexion sur qui on est, fondamentalement, quand on se dit, finalement, quand on revient aux origines, il y a ces éléments-là de la mission, c'est de se dire, pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quelle a été l'intuition du fondateur au début? Et dans la strate, c'est là-dedans, dans ce terreau-là, qu'on peut retrouver des éléments qui vont nous dire qui je suis aujourd'hui, quand parfois on s'est un peu éparpillé. Et on a eu comme ça la demande d'un industriel, c'était le dirigeant, qui disait, ok, alors, au début, on a fait des raffineries. Ensuite, on s'est mis à faire des locomotives. Ensuite, aujourd'hui, on fait des machines-outils. Mais en fait,
qui on est. Pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça d'un métier à un autre et c'était assez génial. Et je trouvais que sa question était fabuleuse. Bien sûr. Parce que ça permet de trouver le fil conducteur et de contextualiser. Dire, en fait, nous, on a suivi l'innovation, quoi. C'est ça. Et j'imagine, eux, le fil conducteur, c'était l'excellence industrielle ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, il y a un moment, c'est de retrouver ce fil rouge qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, comprendre les évolutions et comprendre qui on est. Donc, dans la raison d'être, effectivement, ça se retrouve carrément. Et donc, c'est pour ça que merci de me poser cette question-là, parce que ça peut être réducteur quand on parle d'histoire d'entreprise à de la com, mais en fait, c'est fondamental de voir à quel point ça irrigue. Nous, c'est un peu notre mission depuis 12 ans, là. C'est vraiment de se dire... Le patrimoine est une ressource de dingue, c'est un capital vraiment au sein de l'entreprise et que pour pouvoir en tirer toute la sève, il faut le connaître, il faut l'organiser, il faut le digitaliser, il faut le rendre disponible et accessible. Et donc pour la raison d'être et la strate, ça c'est sûr, pour l'innovation à fond. Et le faire comme vous le faites, c'est-à-dire le faire de manière scientifique, je vais presque dire robuste et opposable. Oui, c'est le but. Ouais. Tout le monde en fait, en gros, l'histoire, elle se retrouve là... mise à toutes les sauces. Tout le monde utilise l'histoire, tout le monde se sert de l'histoire pour porter tel ou tel propos. Et puis on raconte des histoires parce que quand on raconte des histoires, on sait qu'on va toucher les gens. Oui, mais à un moment, j'arrive. Non, ça c'est voilà. Ouais, nous, on est ça et on a tout le corpus scientifique derrière qui nous permet de dire qu'on est ça et d'aller contester si. Exactement, d'aller contester, d'aller enrichir, contester. J'en discutais avec une amie qui est responsable du patrimoine d'une marque et qui me disait, mais nous, on s'en sert aussi pour tous les procès en contrefaçon. Parce que quand on a justement la preuve de, en fait, c'est nous qui avons créé ce produit à telle époque, et en fait, ce qui arrive derrière, qui est copie conforme de ce qu'on a fait, et de la contrefaçon par rapport à ce qu'on a fait. Effectivement, cette robustesse, elle est vachement importante. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des trucs... les entreprises, oui, mais que peut-être même elles, en fait, ignoraient ou non, il n'y a pas... Si, alors j'ai justement une histoire dont j'avais envie de vous parler qui était assez géniale. Ils en avaient l'intuition. Ils ignoraient pas complètement. Après, des personnes, en fait, il y a celui qui est le commanditaire qui peut avoir l'intuition, se dire, mais là, je sais qu'il doit y avoir quelque chose. Et puis ensuite, il y a toute l'entreprise. Et là, il y a vraiment souvent un gros gap entre les deux. Et donc là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les vins et spiritueux, et qui nous a dit, voilà, on a racheté cette entreprise, on aimerait bien connaître l'histoire de cette boîte, parce qu'on est en train de la redéployer complètement d'un point de vue marketing. Super intéressant. Donc c'est dont je vous parlais, c'est le côté corpus. On a fait ce boulot-là pour eux, en interne. Il n'y avait pas de sujet de transmission pour l'instant, mais c'était réflexion stratégique sur où est-ce qu'on veut emmener cette boîte qu'on vient d'acheter. Et donc, on a fait un gros travail de recherche historique dans les archives. Dans ces cas-là, on y va, on se déplace, on va aux archives municipales, on va aux archives départementales, on va à la DRAC et tout pour retrouver. Et là, c'était génial parce qu'ils ont commencé à Tain-l'Hermitage, ensuite ils sont partis à Bordeaux, ensuite ils sont partis en Bourgogne. Et en fait, on a retracé une sorte de petit itinéraire, parce que c'était une boîte familiale, donc de génération en génération. Et ça leur a donné une légitimité sur chacun de ces marchés-là. Et des gens en interne, après, ils ont fait ça pour tous leurs commerciaux. On a raconté toute l'histoire aux commerciaux. On a dit, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'on avait été en Bourgogne, alors que c'était quand même une grosse filiale pour la boîte. C'était passé à la trappe parce que ça va très vite avec les cessions de boîtes. Non, mais c'est encore plus intéressant que la boîte qui rachète, en plus, elle a toujours un problème, surtout si c'est quelque chose d'humain et une activité très humaine, elle a toujours un problème de légitimité. Et tout à coup, la boîte qui rachète fait « Et en plus, je vous apporte votre histoire, les gars. Et non seulement je vous respecte, mais je fais plus que vous respectez. Je vous en apprends sur vous-même et je m'inscris là-dedans. » C'est extraordinaire. Il faut que toutes les fusions-acquisitions fassent ça. Ah, ça serait canon. C'est toujours un gros sujet. Surtout quand là, celle auquel je pense, si on pense celle du moment, la Veolia Suez, alors pour le coup, là, sur Suez... Là. Ouh on viendra après, parce que là, pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais tu sais, juste parce que je me souviens très bien, pardon, je vais la faire très très courte, mais Gérard Mestralet, donc la compagnie du canal de Suez, parce que c'est quand même ça, qui est intégrée à un moment dans, je me gourre toujours, Générale ou Lyonnaise des Eaux, je crois que c'est la Lyonnaise des Eaux pour Suez, et qui ressort en banque. Et quand Gérard Mestralet, à l'époque, patron donc de ce qui était Suez et puis qui est devenu GDF Suez, était pris à partie par des actionnaires, parce que... Mais il était comme ça, il accrochait la table. Mais vous savez d'où on vient ? C'est ça. C'est hyper fort. Hyper fort. Ouais, c'est hyper fort. Non, mais ça donne effectivement une légitimité, un ancrage, une crédibilité qui est fondamentale. Bon alors,
Pauline, on fait blabla, Ouais. mais mémoire, C'est des le cœur du entreprises mémoire des entreprises face au Covid. Donc, Oui, ça c'est l'actu. voilà, ce que tu as décidé de faire, c'est enregistrer des dirigeants, c'est ça? Oui, ça c'est effectivement notre actualité, c'est la prise de conscience du premier confinement, mars l'année dernière, où le coup près tombe, hein, on est tous chez nous, assignés à résidence, et là on se dit on est en train de vivre un truc exceptionnel. Et comme vous le disiez, on est des historiens, on est des chartistes, on est des historiens de l'art. On s'est dit, nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de créer les sources d'archives de demain. C'est de se dire, ce moment qu'on va vivre, il faut qu'il reste dans l'histoire. Et l'histoire, elle dépend des traces qu'on en laisse. Et donc, donc on s'est mis en musique. Il y avait cette obligation. On était allé voir les archives nationales. Alors, il y a une branche des archives nationales qui s'appelle les archives nationales du monde du travail, qui est à Roubaix, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on documente ça. On va faire l'histoire de la décision à travers la mémoire des dirigeants. Est-ce que ça vous intéresse? Alors qu'ils étaient tous chez eux, c'était non essentiel, tout était fermé. Ils ont dit, ah, c'est génial, on prend. Et donc, on s'est dit ensemble, maintenant, il faut que ce soit faisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un service d'intérêt général. Donc, ce sera un don. Et donc, on a rassemblé ensuite des partenaires. Il y a des mécènes. Il y a KPMG qui nous accompagne en tant que mécène. Il y a l'Observatoire B2V des mémoires également. Et puis, il faut qu'on tire des enseignements de ce qu'on est en train de vivre, de tout ce que les patrons vont nous donner. Et donc, le SCP. Ce partenariat, le SCP, c'est les chercheurs, c'est l'école. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. L'école de management, et c'est des chercheurs derrière, c'est des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir prendre la matière et commencer pour maintenant à tirer des enseignements. Alors, c'est ma première question. Donc, combien tu en fais des entretiens? 40? 40, oui, on en est à 42, ça nous a un petit peu... Voilà. Des SBF 120, plutôt des grands patrons, lourdes responsabilités. Ouais, on a commencé par des gros, en se disant, c'est le rêve d'aller voir tout le monde, mais à un moment, il y a aussi une limite de moyens. Et donc, les gros, on a 40 dirigeants, CAC 40, ETI. ADP, Nexens, Pierre et Vacances, Renault, Sodexo. Ouais. Total, et Pouyanné, il vous a... Ouais. Accordé une demi-heure. Ils sont super, parce que c'est vraiment eux un don qu'ils font aussi à l'histoire. Ah oui, mais ça prouve aussi l'importance. Eux-mêmes ont conscience. Ah, ouais. Complètement. Parce que pour que Pouyanné vous donne une demi-heure, j'aimerais bien qu'il me la donne. Moi. Non, mais c'est vrai qu'on a été... Il y avait un peu un pari, de se dire, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité pour nous donner leur témoignage. Et en fait, on a été très agréablement surpris. Ils ont vécu un truc qui était tellement dingue. Ils ont été très fiers de leurs équipes. Ils ont mis en œuvre des choses inhabituelles et ils se sont dit, il faut que ça reste dans l'histoire. Ils ont vraiment été sensibles à la démarche. Et donc, effectivement... 30 minutes, parce que, je pense que tu voulais plus, mais c'est pour justement avoir leur disponibilité. C'est pour avoir de la disponibilité, c'est parce qu'on était sur un sujet très précis qui était l'histoire de la décision. Donc, il y a une dizaine de questions, c'est les mêmes questions pour tout le monde. C'est ça, c'est normé et scientifique. Hein. Oui, c'est normé. Le but, c'est vraiment de créer de l'archive. Et là, ce qu'on réalise, c'est une campagne d'archives orales. Donc, ça a été normé au début méthodologiquement dans le questionnaire, qui est le même pour tout le monde, sur le choix de la thématique, et puis normé derrière dans l'analyse, parce qu'on fait des trucs archivistiques, donc des fiches chronothématiques, des fiches témoins, des fiches enquêteurs, pour que ça devienne vraiment une archive, et quand vous allez avoir le chercheur qui va se mettre dedans, il sache, ah bah ok, donc ça a été interviewé par machin associé de KPMG, par exemple, et donc il peut y avoir un biais dans l'interview, mais ça, l'historien doit le savoir. Ça a été fait à tel moment et à telle date. Donc, à telle date, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour Total? Voilà, chute du prix du baril, machin. Voilà, pour qu'il puisse avoir les éléments de contexte qui font qu'il va pouvoir étudier le témoignage et en ressortir vraiment quelque chose. C'est ce qui le distingue avec une interview qui va être intéressante aussi pour l'historien, mais qui ne sera pas... Bien sûr, mais... tu dis ils vont pouvoir s'en saisir tout de suite. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 30 ans les archives, normalement. Celles-là ne sont pas soumises... En termes de disponibilité. Oui, en termes de disponibilité. Il y a un gros boulot qui a été la gestion des droits d'utilisation de ces témoignages. Et on a donné le choix à chaque dirigeant. Et donc, il peut soit tout de suite céder son témoignage, soit le céder uniquement en salle de lecture. Donc, il faut aller à Roubaix, et voilà, c'est plutôt une démarche d'historien, soit le garder confidentiel pendant 25 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, selon le Code du patrimoine, c'est le secret des affaires. Donc, mais vraiment, à notre aussi grand bonheur... Qui le garde au secret pendant 25 ans? Non, ça, on ne le dira pas. Mais par contre, j'ai fait le petit calcul pour m'amuser. Il y a plus de 90% qui ont dit tout de suite. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends aussi que, par exemple, j'en sais rien vraiment, mais je vois dans ta liste Renault, à un moment où c'était doublement compliqué pour eux. Voilà, peut-être que lui, il dit... En tout cas, s'il est sincère, je pense, s'il est sincère avec toi... Il a dû dire, laissez ça de côté un petit peu quelques années. Et c'était bien, effectivement, comme vous le dites, de pouvoir donner cette voix à la sincérité et à l'authenticité. C'est ce qu'on va rechercher. Ouais, c'est ça. Donc, ils n'avaient pas le questionnaire en avance. Donc, ils avaient la possibilité de rendre le truc confidentiel.
voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça fasse date, quoi. Et donc, très vite, tu dis grande fierté. Ouais. Moi, j'ai posé la question, puis maintenant j'ai arrêté, mais à chaque fois, je posais la question, pareil, aux grands patrons, quand même, ceux qui avaient des très lourdes responsabilités. Qu'est-ce que tu as appris ? Ouais. Et tous, c'était sur les possibilités d'agilité d'une organisation humaine qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est ça qui ressort aussi. C'est ça qui ressort. Et ce qui ressort aussi, et ce qui était assez étonnant, inattendu, comme nous le disait Jean-Philippe Bouillot, là, chercheur à l'ESCP, c'est qu'en fait, ça a été une phase d'accélération. Là où on se dit, tout le monde a été stoppé, potentiellement, il y en a même certains qui ont dû fermer, arrêter leurs usines. Quand on parle de hauts fourneaux pour le groupe Pochet, c'est des choses lourdes. Mais en fait, ça a été aussi une occasion d'accélération parce que des choses qu'on pensait inamovibles ont été obligées de bouger. Ouais. Des process logistiques, des process de fabrication. Voilà, on a été obligé d'approvisionnement, on a été obligé de faire autrement. Et donc, on a trouvé d'autres solutions qui vont perdurer. Donc cette agilité, ça a été très, très fort. Et cette accélération, c'est aussi des clients, des témoins qui nous ont dit on a fait le ménage dans notre portefeuille client. En fait, il y avait une question de survie. Donc, il y a un moment, on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas approvisionner tout le monde. C'est dur, mais il faut choisir. Mais en fait, le choix qu'ils font, qui est un choix stratégique qu'ils font maintenant, c'est aussi tout ça de gagner pour la suite. Donc, voilà, ce genre d'accélération, M. Pouyanné nous en a fait part aussi. C'est des éléments importants. À partir du moment où on a une structure qui est bien gérée, qui est bien organisée, que la crise est gérée, le dirigeant, il maintient le cap, il maintient sa stratégie, et là, il peut aussi accélérer dans cette phase. Donc ça, c'était assez inattendu, en termes d'apprentissage. Et puis, cette grande fierté, il y a vraiment des dirigeants qui ont témoigné en disant mes équipes m'ont bluffé. Et là, c'est toute l'émotion qui remonte, toute la fierté, et aussi les choix d'une organisation le plus décentralisée possible, le plus proche du local possible. Parce que dans les groupes internationaux, la réaction qu'il faut avoir en Chine, et puis ensuite en Italie, puis ensuite aux États-Unis, avec tout à fait. En cascade, c'était difficile, quoi. Donc c'est le local qui prenait les décisions. On attend le bouquin, il faudra faire un magnifique bouquin avec tout ça, non On va y réfléchir. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a une journée d'études là, qui est organisée à l'ESCP en mars. Par Jean-Philippe. Et là, il va faire signe à quelques amis chercheurs. Lui est spécialisé en sociologie, tous ceux qui sont spécialisés plutôt en management, pour tirer des enseignements de tout ça. Est-ce que ce sera des articles? Est-ce que ce sera un bouquin? Est-ce que ce sera... On verra, mais effectivement, on a assez envie de le lire. Oui. L'histoire et les entreprises, les amis. Donc, Pauline Leclerc, perle d'histoire, notre invitée sur Bismart.